Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Eh dis donc Jamy, tu trouves pas qu'il fait un peu chaud cet été ? Nous avons choisi de ne pas donner la parole à des personnes qui contesteraient le fait même du réchauffement climatique. On est en train de se prendre le réchauffement climatique en pleine gueule. C'est un engagement. 2 degrés, en fait, les gens ne se rendent pas compte de ce que ça veut dire comme bouleversement de l'environnement global. Vous êtes sceptique. Oh, vous êtes mesquin. Mais je suis pas mesquin. Tu vois Jamy, l'avantage avec le réchauffement climatique, c'est que ici, on va pouvoir tourner le prochain Mad Max. Taisez-vous, parce que là, ça... Et tu sais quoi ? Eh ben on est en pleine butte Montmartre, Jamy. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, et Dieu sait si nous sommes en guerre, comme vous le savez. Auditeurs de Sud Radio, résistants de Sud Radio, bonjour. Et aujourd'hui, eh bien, écoutez, c'est du lourd. Nous allons parler de quoi ? Eh bien, du réchauffement climatique. Et on va parler, non pas du réchauffement climatique, mais on va parler de ceux qui nous attaquent, à nous, Sud Radio, au nom de la désinformation climatique. Et oui, nous serions des agents de la désinformation. Pas seulement nous, d'ailleurs. Nous, CNews, RMC, Europe 1, et puis d'autres. Voilà. Pourquoi ? Parce que nous osons dire que peut-être, il y a une question de discussion. Vous savez que la science, c'est la discussion, et on a à dire peut-être qu'il y a des opinions divergentes, et d'ailleurs, Dieu sait s'il y en a. Eh bien, on va en parler de ce dossier. Pourquoi un certain nombre d'associations nous attaquent ? Qui sont ces associations ? Nous allons parler avec Fabien Bouglet, que je n'ai pas besoin de vous présenter, et nous allons prendre le temps d'en parler, parce que c'est important. C'est important de savoir une chose très simple, est-ce qu'on a le droit de discuter de tout ? Est-ce qu'on a le droit d'avoir question à tout ? Vous savez que c'est notre motto, et qu'il n'est pas question qu'on sorte de celui-là. Et puis alors, évidemment, des choses magnifiques, l'Union européenne envisage de supprimer les notices des boîtes de médicaments. Et oui, vous n'avez pas besoin de savoir, vous avez qu'à aller sur Internet, regardez le QR code. Mais ceux qui n'utilisent pas Internet, eh ben on s'en fout. Écoutez, les gens qui n'ont pas Internet, ce sont des gueux, hein, comme les gens qui refusent les zones à faible émission. Toujours liés. Le salon du livre, bien sûr, et en seconde partie d'émission, eh ben nous allons recevoir un commissaire de police honoraire. 40 ans de commissariat, il est commissaire divisionnaire, il s'appelle Maurice Signollet. Et vous savez ce qu'il nous dit, Maurice Signollet ? Il lance un cri, un livre, et il nous dit « La police ne peut plus rien pour vous ». Voilà, carrément, la police ne peut plus rien pour vous. Pourquoi ? Et il m'a fait s'expliquer là-dessus. À tout de suite, attachez vos ceintures. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. En Union soviétique, on disait vipère lubrique et traître au peuple. En Allemagne et en Italie, du temps de Hitler et Mussolini, on disait sémites, juifs, négateurs, etc., sous-hommes. Et dans nos pays démocratiques, non, on dit pas ça, mais quand on aborde le climat, qu'est-ce qu'on dit si on commence à donner la parole à des gens pourtant scientifiques, pourtant ayant appartenu au GIEC ou au CNRS ou ailleurs, des scientifiques internationaux, américains qu'on a reçus, etc., et qui mettent légèrement en question un certain nombre de choses sur le dérèglement climatique ou surtout sur le réchauffement climatique. Alors là, c'est la lalie, c'est le sceau de l'infamie, c'est même pas l'enfer, c'est l'invisibilisation. Et puis nous, eh bien Sud Radio, on n'est pas les seuls, on a été effectivement par un certain nombre d'associations d'ONG, un certain nombre, 3 ou 4, qui nous ont mis en tête de liste de cette désinformation qui, paraît-il, effectivement, exerce ses ravages. Pourquoi ? Eh ben on en parle. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Puisqu'il faut changer les choses. Oh, ça, citoyen. Il est grand temps qu'on propose un monde pour demain. Yannick Noah aux arbres citoyens, évidemment. Qui n'est pas, et nous les premiers, sur l'environnement, la dépollution, sur effectivement ces plastiques qui envahissent les océans, etc., etc. Mais qui est
contre toute discussion sur un certain nombre de problèmes. Fabien Bouglet, bonjour. Bonjour André Berkoff. Vous êtes expert en politique énergétique, on vous a reçu à plusieurs reprises, vous avez écrit un livre sur les éoliennes qui a fait date sur les énergies alternatives, les énergies renouvelables, et puis l'auteur de La guerre de l'énergie aux éditions du Rocher, votre plus récent livre. Alors, il se passe ceci que, effectivement, 3 associations, je dirais, nous ont mis là récemment un peu sur le grill en disant voilà, négation de la crise climatique ou son origine humaine, fausses informations sur les énergies, etc. Eh bien, c'est la conclusion principale d'une étude inédite publiée jeudi 10 avril, donc il y a une semaine, moins d'une semaine, par 3 ONG. Alors, Quota Climat, qui a fait le texte, Data for Good et Science Feedback. Alors, ils ont analysé 128 cas de désinformation climatique au cours du premier trimestre 2025 et ils disent affirmation non étayée, c'est leur scientifiquement contredit, manipulatrice, et dit le journal Le Monde, toujours bien informé, le grand champion, c'est Sud Radio qui en cumule un tiers en invitant régulièrement des négationnistes de climat, comme François Gervais. Bon, je rappelle en passant, mais ça Le Monde ne le dit pas, que François Gervais a été au CNRS, a été au GIEC, etc. Et il dit un certain nombre de choses. Eh bien, c'est intéressant parce que ce rapport de Quota Climat dit ceci. Écoutez, c'est intéressant, Fabien Bouglet, il dit l'émission Berkoff dans tous ses états invite à nouveau des individus qui ne pensent pas comme les autres. Alors, ils ajoutent, sorti de son contexte, la démarche pourrait être louable. Mais attention, ajoute-t-il, elle sert de justification pour amplifier la voix de négateurs d'un consensus scientifique démontré sans équivoque. Voilà, il y a un consensus scientifique, la vérité est établie, la Terre est plate, c'est Lysenko en Union soviétique, et impossible de dire quoi que ce soit, sinon vous passez dans l'enfer. Fabien Bouglet, alors de quoi s'agit-il ? Oui, en fait, c'est une étude, c'est presque plus un tract d'activistes marketé avec de jolies couleurs pour faire passer ça comme une étude, mais c'est un tract politique. Un grand jargon d'ailleurs, oui. Très jargonneux Sciences Po, pour dire que finalement, il y aurait de la désinformation. Aux yeux de ces personnes, la désinformation, c'est les personnes qui ne pensent pas comme elles, notamment dans le domaine climatique, dans le domaine des énergies intermittentes et renouvelables, dans le domaine des voitures électriques, donc dans le domaine des zones à faible émission, dans le domaine des zones à faible émission, dans le domaine du plan pluriannuel de l'énergie, c'est-à-dire en fait tout ce contre quoi nous nous battons actuellement, Alexandre Jardin contre les ZFE, moi contre le plan pluriannuel de l'énergie qui est un plan scélérat, contre les personnes qui luttent contre les DPE. Donc en fait, dès que vous avez un mot qui n'est pas conforme à leur idéologie, vous êtes des désinformateurs. Absolument. Et d'ailleurs, il demande aux autorités, attention, il demande aux autorités comme l'ARCOM, et surtout, ils font appel aux députés, faites des lois, renforcez, faites des lois, et aux annonceurs des médias, attention, désannoncez, menacez-les au portefeuille. Oui, parce que il faut bien comprendre que ce document est une atteinte très grave aux valeurs de la République. Il faut quand même le rappeler. Parce que la République, elle est basée sur un texte fondateur, qui est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et de la Constitution française, qui, dans la hiérarchie des normes, on appelle ça la hiérarchie des normes, constitue le point ultime d'information qui dirige la liberté. Et rappelez ce que dit l'article 11. Eh bien, l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme dit la chose suivante. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Alors ils vous disent mais il y a l'abus de la liberté. Non, mais il n'y a pas de loi aujourd'hui qui empêche de discuter ni des éoliennes, ni des panneaux solaires, ni des ZFE, ni de PPE, ni du climat, ni des discussions aujourd'hui sur ces questions essentielles. Donc,
nous sommes libres, Sud Radio est libre, CNews est libre, Europe 1 est libre d'exprimer librement la pensée des différentes opinions. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a rappelé d'ailleurs le Conseil d'État dans une décision de justice, qu'il y avait une diversité d'opinions qui devait être exprimée dans les médias. Donc, effectivement... Oui, le Conseil d'État l'a dit très récemment, bien sûr. Donc, Sud Radio fait parler justement des personnes qui disent un autre narratif, mais qui ne convient pas à ces ayatollahs, à ces activistes qui voudraient, comme ces procès en sorcellerie, vous savez, vous vous rappelez du bon vieux temps où on nous disait que la Terre était plate, et puis on faisait un procès en sorcellerie pour ceux qui disaient que la Terre était ronde. Eh bien voilà, ce sont des platistes, des gens qui veulent empêcher la liberté d'expression sur des domaines aussi importants que l'énergie, que la voiture électrique ou que la question climatique. Fabien Bouglet, qui sont c'est intéressant de voir qui sont ces associations. Eh bien, en fait, vous très avez... précisément et factuellement. Voilà. Alors, factuellement, vous avez Quota Climat, qui est une jeune association qui a été créée... Une ONG. Oui, une ONG, une officine, plutôt, une officine d'action, qui a été créée par une collaboratrice parlementaire d'un député de La République En Marche. Donc, pourquoi pas, voilà, pourquoi pas. Eva Morel, et qui crée donc cette action Quota Climat, dont l'objectif, c'est de faire changer la loi, pour punir les récalcitrants qui ne pensent pas comme eux, et d'autre part pour agir auprès de l'Arcom, c'est-à-dire qu'ils font régulièrement des saisies de l'Arcom lorsqu'ils estiment que ce qui est exprimé dans les médias n'est pas conforme à leur narratif à eux. Eux, ils envoient des lettres, ils incitent à saisir l'Arcom. D'ailleurs, nous avons fait l'objet d'une saisie Arcom fin novembre, parce que nous avions évoqué des choses qui ne leur convenaient pas. Ils sont associés avec Science Feedback, qui est donc se prétend comme étant le gardien du temple de la science, et puis Data for Good. Data, donc c'est les données, la base de données. Et tous ces organismes ont créé un organisme donc en consortium, vous savez, les loups quand ils attaquent en meute, et qui s'appelle l'Observatoire des médias sur l'écologie. Donc l'Observatoire des médias sur l'écologie, c'est celui qui va donner les données pour ce consortium d'officines pour attaquer auprès de l'Arcom. Qui est également une ONG, une association. C'est une association. Quota Climat, quand on regarde, est très très proche de l'Observatoire des médias sur l'écologie, puisque sur le compte Twitter de Quota Climat, il mentionne Quota Climat et Observatoire des médias sur l'écologie. Donc c'est a priori une ONG parente, ou du moins cousine, ou extrêmement proche. Très proche. Voilà. Alors ce qui est fascinant dans ce qu'ils disent, c'est par exemple, ils vont reprocher de dire que finalement, contester les énergies renouvelables, ça revient à empêcher de trouver des solutions pour lutter contre le réchauffement climatique. Sauf que, évidemment, ils disent c'est la science. Mais sauf que la science, elle a été totalement exprimée, et leur narratif est complètement remis en cause par un rapport de l'Académie des sciences qui représente plusieurs prix Nobel, qui représente des centaines de scientifiques, et qui vient d'être mis tout récemment, et qui explique que le fait d'intégrer dans le réseau électrique des énergies intermittentes renouvelables pose une grande difficulté pour notre réseau, et c'est exactement ce qu'ils nous reprochent de dire, c'est la science qui le dit. Ça a été d'ailleurs confirmé par le patron de la sûreté d'EDF, monsieur Jean Casabianca, qui nous a expliqué qu'il y avait un gros problème d'intégrer des énergies intermittentes dans le réseau électrique avec le nucléaire. Donc, en fait, si vous voulez, ils reprochent des informations qui sont publiées, qui sont des informations reconnues scientifiquement, reconnues factuellement par les plus grands spécialistes des questions énergétiques. Ils me reprochent, et ils nous reprochent, des informations qui ont été confirmées. Rappelez-vous, André Berkoff, nous avons fait une tribune dans Le Point qui s'appelle « Nous dénonçons », où nous dénoncions justement toute cette politique qui avait été signée par tous les dirigeants du système énergétique français. Donc ces gens-là, de Quota Climat, voudraient en fait que les principaux vétérans de la filière énergétique française, que les scientifiques de l'Académie des sciences françaises, que les responsables de la sûreté, ils voudraient remettre en cause ce que des spécialistes disent sur la question énergétique ou sur les questions climatiques. Ils prétendent représenter la totalité de la science, alors que la science par essence, c'est les discussions. Mais tous les scientifiques, les vrais scientifiques, vous le disent. Oui, c'est ça qui est extraordinaire. C'est ça qui est très grave. Et vous avez une autre information qui est quand même
même fondamental, c'est que depuis 1997, le protocole de Kyoto, vous savez, André Berkoff a, malgré toutes ces politiques que eux défendent, vous savez combien on a baissé nos consommations d'énergie fossile ? Avec toute cette politique d'énergie intermittente, depuis 1997. 1997, protocole de Kyoto. Eh bien, depuis 1997, le monde entier a augmenté sa consommation d'énergie fossile de 62%. C'est-à-dire que toute cette politique menée par ces officines qui luttent pour imposer les énergies intermittentes, pour imposer un narratif climatique, etc., eh bien, est totalement remis en cause par la science. Et l'autre science, c'est que la France fait partie des pays, et c'est incontestable, qui émet le moins de gaz à effet de serre. Bien sûr, 0,9. Tous les pays du monde sont en train d'exploser, la Chine, l'Inde et les États-Unis. La Russie. Et que donc, en réalité, ces personnes voudraient imposer à la France des contraintes pour son agriculture, des contraintes pour son énergie, des contraintes pour les gueux que représente Alexandre Jardin, en les empêchant de rentrer dans les villes, sous prétexte qu'il y aurait une désinformation climatique, alors que l'information est très claire. La France n'a absolument pas besoin de modifier sa vie pour compenser l'augmentation des gaz à effet de serre des pays les plus producteurs. C'est ça la vérité. Et voilà pourquoi ils veulent nous empêcher de dire cela et d'être les vrais diversitaires. Mais on va en parler plus tard, Fabien Bouglet. Après cette petite pause, on va continuer à en parler parce que la question, et écoutez bien, résistant Sud Radio, auditeur de Sud Radio, qui finance? Parce que c'est toujours intéressant de savoir qui finance. Eh bien, écoutez, on en parle juste après cette petite pause. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Alors, c'est nous les déformateurs climatiques, c'est nous les désinformateurs climatiques, c'est nous qu'il faut mettre au banc des accusés. 0826 300 300 si vous avez envie d'intervenir. Nous sommes évidemment toujours avec Fabien Bouglet, expert en politique énergétique et auteur de Guerre de l'énergie aux éditions du Rocher. Alors, ces associations, ces ONG, Quota Climat et toutes les autres, il y a quand même quelque chose, ils sont financés. Qui les finance, Fabien Bouglet? Alors, il faut revenir, je reviens très rapidement sur mon livre Guerre de l'énergie, où j'ai un chapitre où je parle de mercenaires énergétiques. Parce que, en fait, si vous voulez, vous avez en France des opérateurs qui agissent dans un agenda dont l'objectif répond à des besoins particuliers de financeurs. Et les financeurs de Quota Climat... Vous dites que ceux-là répondent à cette définition? Bien sûr. Pourquoi? Parce que Quota Climat, par exemple, est financé par le groupe Valorem. Alors moi je le connais bien, le groupe Valorem. Alors qui est le groupe Valorem? C'est le premier exploitant éolien. Tiens, voilà, on se retrouve avec les exploitants éoliens. Encore les éoliennes. Voilà, encore les éoliennes, dirigées par Jean-Yves Grandidier, qui est un grand connaisseur de l'éolien, mais aussi d'Europe Écologie Les Verts, puisqu'il a été candidat multirécidiviste pour Europe Écologie Les Verts. Et Jean-Yves Grandidier a été le créateur des syndicats d'exploitants éoliens France Énergie Éolienne et fait partie des créateurs du bureau de coordination franco-allemande des éoliennes, qui est devenu l'Office franco-allemand de la transition énergétique, le fameux lobby allemand installé au sein de la direction générale. On en a parlé souvent, du ministère de et vous avez été d'ailleurs, ils vous attaquent aussi pour ça, puisque Quota Climat vous attaque et vous avez été attaqué. Il y a eu porté plainte à l'Arcom pour ça. Mais au-delà de ça, donc il y a Valorem. La fondation des exploitants éoliens Mirova. D'accord. Donc ça, c'est la banque populaire, et donc qui a un exploitant éolien qui est investi par Mirova, qui est un fonds d'investissement, et donc c'est la fondation Mirova d'exploitants éoliens qui finance Quota Climat. Vous avez également GreenGot, société qui finance les énergies renouvelables, et vous avez Astris Finance, société financière spécialisée dans les énergies éoliennes et les panneaux solaires. D'accord. Donc si vous voulez, les principaux financeurs de Quota Climat sont les exploitants éoliens ou les exploitants solaires, ceux contre qui nous dénonçons l'inutilité, nous dénonçons les débordements de subventions publiques. Je ne veux pas évidemment prendre parti là-dessus. Vous dénoncez. Je dénonce sur l'antenne de manière régulière dans le cadre d'un débat équilibré. Alors ensuite, on va essayer d'avancer. Et ensuite, ils sont financés par l'ADEME.
Alors, qu'est-ce que c'est que l'ADEME? On en parle beaucoup de l'ADEME. Moi, j'ai entendu parler de l'ADEME quand j'ai vu, alors cette extraordinaire injonction à dire attention, vos slips, vous devez les laver une fois par jour, votre jean, etc. Des injonctions incroyables. Nous recevions hier à cette émission David Lisnard, il disait mais qu'est-ce que ces dépenses hallucinantes de campagne de code de l'ADEME? Alors l'ADEME, c'est quel budget, c'est qui? Alors l'ADEME, c'est un établissement public industriel et commercial qui dépend du ministère de l'écologie. C'était l'ancienne agence de maîtrise de l'énergie. Au moment où, pendant les années 70, il a fallu qu'on baisse, vous savez, les changements d'heure pour baisser notre consommation d'énergie. Et progressivement, l'ADEME a été infiltrée par les mouvements antinucléaires. Et notamment, à la tête de l'ADEME, on a eu un ingénieur nucléaire qui était un proche d'ailleurs de Dominique Voynet et qui a contribué à la fermeture de Superphénix parce qu'il était absolument opposé, hostile aux surgénérateurs à neutrons rapides, la fameuse technologie pour lequel Astrid ou Superphénix. Et donc l'ADEME a une racine, et c'est pas moi qui le dis, c'est Bernard Accoyer qui a écrit un livre sur le nucléaire et qui en fait un chapitre en expliquant que nos institutions énergétiques, en particulier au sein de l'ADEME, avaient été infiltrées par les antinucléaires. Et quel est le budget de l'ADEME? Alors le budget de l'ADEME, pendant des années, le budget de l'ADEME, il a été à 1 milliard d'euros. Et depuis 2 ans, il est passé à 4 milliards d'euros. 4 milliards d'euros. Voilà, 4 milliards d'euros. Jolie augmentation. Alors, vous avez 1000 collaborateurs à l'ADEME. Donc, le budget de l'ADEME, pour le fonctionnement de l'ADEME, il est de l'ordre de 1 milliard d'euros à peu près. Et ils ont une enveloppe de 3 milliards d'euros qu'ils peuvent dépenser pour les projets résilients de la transition énergétique et de la transition écologique. Et donc, ils financent qui, là? Eh bien, donc, dans l'opération de leur étude sur la désinformation, ils financent très exactement Quota Climat, ils financent également l'Observatoire des médias sur l'écologie, et donc ce sont les 2 principaux acteurs de l'étude du rapport. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que finalement l'ADEME finance une officine chargée de saisir l'ARCOM lorsque le discours ne convient pas et peut remettre en cause l'action même de l'ADEME, puisqu'en fait, il s'agit évidemment de l'ADEME d'un consortium qui valorise les énergies intermittentes. Et d'ailleurs, il finance également Négawatt. Négawatt, c'est une autre association qui prône le 100% renouvelable. Moi, ce qui me frappe là-dedans, ils ont tout à fait le droit et c'est très légitime. Enfin, c'est de l'argent public, André Berkoff. C'est de l'argent public, tout à fait. C'est notre argent, hein, c'est le vôtre, c'est le mien. Il faut le dire, absolument. Alors, ils pensent que les énergies intermittentes, c'est bien. Eh bien, écoutez, ils ont le droit. Le problème, c'est pourquoi ils veulent absolument faire taire toutes paroles différentes. Parce qu'ils veulent faire taire des paroles différentes, parce qu'on voit bien que globalement cette politique énergétique est désastreuse, la politique énergétique basée sur les énergies intermittentes, qu'elle tue des oiseaux, il y a eu des condamnations pénales ces derniers jours, de tous les jours il y a une politique qui montre, et il y a des informations qui montrent le désastre de cette politique basée sur les énergies intermittentes, et que nous sommes en plein débat sur la programmation de politique énergétique, et que donc évidemment faire taire les personnes qui dévoilent des vérités, les vérités cachées sur les énergies intermittentes, pose un énorme problème sur le business de l'ADEME, parce que l'ADEME est basée sur la lutte contre le nucléaire historiquement et sur le déploiement des énergies renouvelables. Donc alors parmi les la troisième ONG qui est dans le rapport. Alors dans la troisième ONG, c'est Science Feedback. Oui. Alors là, c'est très intéressant parce que dans les financeurs de Science Feedback, on retrouve les GAFA. Et on retrouve Facebook, Meta, ou TikTok, ou par le passé, l'Université de Californie. Donc là, on est encore plus dans une ingérence américaine, hein, d'ailleurs dans Science Feedback. Mais vous m'avez dit que c'est fini l'Université de Californie. Alors c'est fini pour l'Université de Californie, mais on a toujours Meta. Et dans la liste des financeurs de Science Feedback, on retrouve tout un tas de personnes venant des pays anglo-saxons et en particulier des États-Unis. Donc c'est-à-dire que, en fait, au travers de cette officine Science Feedback, c'est bien l'ingérence américaine qui vient exposer à la France, qui va devoir établir une censure
parce que derrière tout ça, vouloir empêcher la discussion sur les énergies intermittentes ou le climat, c'est vouloir censurer, évidemment. C'est intéressant que le pays de la liberté d'expression du premier amendement de la Constitution américaine veuille essayer de censurer ailleurs. Et je signale, puisque vous parlez de service public, enfin de l'argent du contribuable, qui a exprimé, entre autres, cette nécessité de dire attention, réchauffement climatique, out, fini. Qui est bien la directrice de France Inter, il y a 1 an exactement, dans ses médias, je crois sur France 5, disait ceci, écoutez. En tant que service public, il y a certaines valeurs qui sont toutes au service de l'intérêt général, puisque nous sommes une radio publique, donc on se doit de servir l'intérêt général. Dans le cadre de cette mission, nous avons choisi, mais c'est Radio France, en ce qui concerne par exemple le réchauffement climatique et la cause écologique, de ne pas donner la parole à des personnes qui contesteraient le fait même du réchauffement climatique. C'est un engagement de Radio France. Voilà, c'est un engagement de Radio France, et elle dit, attention, l'intérêt général. Pas question, la question ne sera pas posée. Fabien Bouclé. Oui, et d'ailleurs, ça renvoie au problème d'un financement tout à fait étonnant pour l'Observatoire des médias sur l'écologie, qui est donc une structure de ce consortium. C'est que l'Observatoire des médias sur l'écologie est financé par l'ADEME, mais aussi, et ça c'est beaucoup plus surprenant, je me pose des questions, par l'ARCOM. C'est-à-dire que vous avez un Observatoire des médias de l'écologie financé par l'ADEME et par l'ARCOM, ARCOM qui normalement est une autorité indépendante, absolument, et dont les fonctionnaires, en vertu du statut des fonctionnaires, ont un devoir de neutralité et d'indépendance, et l'ARCOM finance une structure associée à une association chargée de saisir l'ARCOM. Eh bien, nous allons poser la question à l'ARCOM, c'est intéressant. Nous faisons confiance à l'ARCOM et on voudrait savoir pourquoi effectivement l'ARCOM finance des associations dont l'objectif in fine, c'est de saisir l'ARCOM. Voilà, où est l'indépendance de l'ARCOM lorsque l'ARCOM finance ce type d'organisation? C'est tout à fait déroutant. C'est une question que nous poserons à l'ARCOM parce que nous faisons confiance à l'ARCOM, mais c'est vrai que là, il y a un problème, je ne dirais pas de conflit d'intérêts, mais en tout cas, quelque chose qui est passé. Lorsque j'ai enquêté sur ce document, ce tract de ce consortium, j'ai eu l'effroi de découvrir l'ARCOM. Alors, moi, je suis surpris parce que est-ce à dire que l'ARCOM soutient financièrement des personnes qui vont saisir l'ARCOM ? Comment peut-elle ensuite être indépendante dans son... On va poser la question, Fabien Bouclé, mais alors ça veut dire quoi? En fait, quand on regarde tout cela, est-ce que ça veut dire que nous ne serions pas, nous, je ne parle pas seulement de Sud Radio, mais d'Europe 1, mais de Arte, quand même un peu qui en parle, alors que vous savez, c'est très intéressant quand on voit le tableau dressé par Quota Climat. Nous sommes alors, attention, nous sommes les champions de la désinformation climatique, selon eux, normalisé par volume. Ensuite vient, loin derrière, RMC, CNews, Europe 1, Arte, mais pratiquement France 2, LCI, BFM TV, France Info TV, France Inter, France Culture, RTL, presque rien, et France Info Radio, presque rien. Alors c'est très intéressant. Mais dites-moi, ce ne seraient pas nous les champions de la diversité et de la liberté d'expression ? A contrario, comme on dit en droit, ce document montre une chose édifiante, c'est que finalement, les médias dits mainstream, France Télévisions, LCI, ne diffusent aucune information équilibrée sur les questions des énergies intermittentes ou des questions climatiques. Ça veut dire que, in fine, l'arrêt du Conseil d'État qui exige qu'il y ait un équilibre de la pensée sur des questions diverses, et en particulier sur ces questions-là, n'est pas respecté par les médias. Et donc, cette étude a cet apport incontestable et de montrer qu'effectivement, il y a un déséquilibre. Et moi, je saisis l'ARCOM, ici aujourd'hui. Comment se fait-il, alors que mon prix Guerre de l'énergie a fait l'objet de conférences au ministère des Armées, a fait l'objet de différentes conférence et a fait l'objet de remise d'un prix au ministère de l'économie et des finances, la mention d'honneur du prix Turgot. Comment se fait-il que je n'ai jamais été invité sur France Télévisions, sur les chaînes publiques, alors que j'ai des choses à dire sur le sabotage de Nord Stream et que ces médias n'ont invité qu'une spécialiste de Nord Stream en n'ayant qu'un
narratif. C'est ça la question. Donc, c'est la question de... Vous allez saisir l'Arcom. Je saisis aujourd'hui, j'en profite de cette audience, pourquoi y a-t-il une unicité, deux poids, deux mesures dans les médias et une unicité d'intervention dans les médias LCI qui est exprimée par ce rapport de quota climat, je le rappelle, financé par la filière éolienne, et qui montre que, in fine, c'est sur Sud Radio, sur CNews et d'autres supports qu'on peut parler de sujets divers, qu'on peut exprimer des positions différentes. Et encore merci à CNews et à Sud Radio d'inviter les différentes possibilités de s'exprimer dans le cadre du respect des valeurs de la République et de la Déclaration des droits de l'homme. Eh bien, nous continuerons à le faire parce que nous sommes, nous, des réinformateurs, justement, et pas des désinformateurs. Merci André Berkoff. Merci à vous. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Eh bien, la Commission européenne, tout à son génie inventif et créateur, eh bien, elle envisage de toucher la manière dont on se renseigne sur les médicaments. Écoutez, nous tous, évidemment, on s'occupe, on va à la pharmacie, on s'achète des médicaments, on s'achète des boîtes, suite à l'ordonnance de notre médecin généraliste ou spécialiste. Mais là, vous allez voir... Dans la faculté et dans leur volonté de nous faciliter les choses, l'Union européenne et la Commission européenne et Ursula von der Leyen, notre grande pharmacienne en chef, a décidé de nous faciliter la tâche et vous allez voir comment. Écoutez. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, les perles du jour. C'est le blues, euphorisant. Vous connaissez sans doute le divin Mogadon. Ça va sans dire, c'est un de mes compagnons. Et j'avoue mon amour pour la mépromysine, sans oublier de vanter la cédibaïne. C'est le blues. Et oui, Philippe Châtel, le blues euphorisant, mais qu'avec tous ces médicaments que vous citez, il est formidable, le blues euphorisant, je vous le conseille. Écoutez-le. Mais comment je fais sans la notice? Eh ben non, écoutez, voilà, vous allez vous débrouiller, vous allez voir comment. Et France 2 a envoyé des journalistes dans une pharmacie parce qu'il est question, effectivement, de supprimer la notice des boîtes de médicaments pour ne garder qu'un QR code sur l'emballage. Voilà. Vous allez flasher le QR code et vous allez tout savoir, mais... pose des problèmes quand même, écoutez. Dans cette pharmacie près de Strasbourg, Monique Logel est venue chercher les antibiotiques de son beau-frère. Comme toujours, elle déplie la notice. Les précautions, les contre-indications et des effets indésirables, je lis tout ça. Mais ce papier pourrait disparaître au profit d'un QR code. À 82 ans, cela a de quoi l'inquiéter. Moi, personnellement, j'aurais des difficultés parce que je suis tout à fait, je ne sais pas du tout m'en servir. Voilà. Le QR code permettrait d'accéder sur Internet à tout le mode d'emploi du médicament et ainsi de se passer de la version imprimée. Une fausse bonne idée selon cette pharmacienne. On va perdre un outil simple pour nos patients âgés, pour nos papis-mamies, pour des personnes qui n'ont pas de smartphone ou d'ordinateur. C'est-à-dire qu'ils vont sortir de notre pharmacie sans un support simple et clair. Et ça met en danger la santé de nos patients. Et oui, ça met en danger, mais écoutez, franchement, pour tous ces gueux qui ne savent pas utiliser le QR code, franchement, il est temps qu'ils s'y mettent, ou alors, s'ils lisent pas les méfaits de tel ou tel médicament ou les risques, tant pis pour eux. Vous imaginez où on est? C'est comme ça qu'on veut faire des économies? C'est comme ça qu'on veut faire des économies alors qu'on cherche 40 milliards selon monsieur Lombard, hein? On va faire des économies. Ah oui. Écoutez, les gens qui savent pas utiliser le QR code, tant pis pour eux, ils ont qu'à demander à leurs petits-fils ou à leurs enfants, et sinon, débrouillez-vous. Voilà comment on augmente, voilà comment on avance dans une démocratie bien faite, voilà comment on s'occupe de nos retraités, ou de nos vieux, ou de nos seniors, etc. Et même les autres. Ah non, c'est pas bon, on peut faire des économies, bien sûr. Il n'y a pas d'autres économies à faire? Non. En attendant, écoutez, QR codez-vous. Voilà, c'est l'avenir indescriptible et incontournable et indépassable de l'humanité glorieuse made in France. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. C'est toi qui m'as aidé à larguer les hommes.
La merveilleuse chanson de Moustaki, de Georges Moustaki, Ma liberté, ma liberté. Eh ben, je ne sais pas si la liberté était très présente au Salon du Livre, de samedi dernier. Alors, il y avait évidemment les éditeurs, tous les éditeurs, les écrivains qui sortaient leurs bouquins, ils sont là pour signature, c'est grand festival du livre de Paris au Grand Palais. Et puis, il y avait des protestataires. Et les protestataires, notamment au stand des éditions Fayard, ou devant le stand des éditions Fayard. Et voici ce que les contestataires ou protestataires criaient. Écoutez. Casse-toi ! Le monde du livre n'est pas à toi. Bolloré, casse-toi ! Le monde du livre n'est pas à toi. Bolloré, casse-toi ! Le monde du livre n'est pas à toi. Bolloré, casse-toi ! Ah, c'est beau ça, Bolloré, casse-toi, le monde des livres n'est pas à toi. Franchement, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que Monsieur Bolloré, il n'est pas dans la doxa, il n'est pas dans le sens de l'histoire, ou de je ne sais quelle histoire. Non, Bolloré, casse-toi. Vous imaginez, on est dans un salon du livre, et parce que Bolloré a quelques maisons d'édition, eh bien, ces maisons d'édition ne devraient pas être là. C'est intéressant, hein ? Ça s'appelle comment, ça ? Mais écoutez, les protestataires qui appartiennent au camp progressiste, mais allez beaucoup plus loin. Faites comme vos ancêtres, brûlez les livres de Bolloré, faites des autodafés comme l'Allemagne des années 30. Mais oui, les gens qui ne pensent pas bien, vous savez, ça me rappelle un certain Julien Pain qui allait dans sa librairie voir quel livre était là. Ah bah pourquoi vous vendez tel livre ? Vous imaginez que les gens qui se prétendent progressistes et tous les autres qui soient de droite ou autres, tous les rachitiques du bulbe des extrêmes, veulent maintenant qu'on supprime toute opinion qui ne leur convient pas, qui ne leur appartient pas. Magnifique, hein ? Il y a eu ça aussi sur le stand où officier Xenia Fedorová, l'ancienne directrice de RT France, l'ancienne patronne de RT France, qui signe son livre. Alors, sous prétexte qu'elle est russe, eh bien, on l'a attaquée au nom de la liberté et de l'Ukraine. Écoutez. Solidarité avec l'Ukraine, c'est très bien, mais manifester sa solidarité avec l'Ukraine en bousculant en quelqu'un qui signe un livre, c'est quoi ça ? Ah oui, c'est de la résistance, ça. Ah, c'est du courage, ça. Oui, c'est vrai. Et quel courage, franchement, ça demande d'aller protester devant un écrivain qui signe son livre. Franchement, à ce niveau-là, je ne sais pas comment on peut appeler ça, je ne sais pas. Mais, vous savez, ça prévoit beaucoup de choses, et des choses pas très agréables, c'est le moins que je peux dire. Et quand Léo Ferré, j'aimerais qu'il ait tort, Léo Ferré, quand il disait en 1971, la gauche, c'est la salle d'attente du fascisme. Mais la droite ou la gauche, tout est salle d'attente du fascisme quand on devient une espèce de rachitique de l'esprit. Sud Radio Berkov dans tous ses états. J'ai vu de braves gens chanter pour leurs compagnes. Et les fêtes issues de notre tradition agricole, de nos légendes, de nos modes de vie, de notre histoire, de notre gastronomie. Vous savez, tout est lié. Ces fêtes magnifiques qui font la France depuis des siècles. Eh bien, 30% des événements de ce type organisés sur le territoire national ont disparu. On révélé un sondage Infopro réalisé en novembre 2024 pour les plus belles fêtes de France. Un phénomène inquiétant, il n'y a pas eu que le Covid, hein. Diminution de bénévoles, diminution géopolitique. Voilà. Alors, elles vont disparaître, ces fêtes du piment d'Espelette, ces fêtes de la Madeleine à Commercy, la fête des Louches à Comines, le retour des alpages à Annecy, la fête du hareng roi à Étape-sur-Mer, le festival Saléra en Sologne et notamment le concours du jambon de Bayonne, oui, alors, où un griffe féministe, alors là c'est intéressant, a interpellé la ville sur le modèle des fêtes et les dérives sexistes en leur sein, un contexte de fête qui ne fait qu'amplifier la violence machiste. Voilà où on en est, et c'est néo-archéo paléo-féministes qui mettant, ah oui, la fête, c'est très grave de faire la fête. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent le cimetière. Ils veulent un cimetière, d'un côté, femmes voilées, et de l'autre côté, les néo-féministes déchaînés, décharnés. Eh ben, si c'est ça la France, cher pays de mon enfance, quel avenir, n'est-ce pas ? Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face.
Le face-à-face, on a failli mettre Maurice Signolet, la chanson de Renaud « J'ai embrassé un flic » entre Bastille et République. Un face-à-face, effectivement, avec un livre vraiment que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, et plus que ça. Maurice Signolet, vous êtes commissaire divisionnaire honoraire, 40 ans dans la police, et vous venez de sortir un livre qui s'appelle, et déjà le titre interpelle bien sûr, « La police ne peut plus rien pour vous ». Un titre c'est pas un titre, je dirais, sans couleur, c'est pas un titre indifférent. Et vous racontez dans cet ouvrage vos 40 ans effectivement de métier. Je crois que vous racontez d'ailleurs à la fin, le 31 décembre 2013, vous avez rangé la clé dans la boîte aux lettres, la clé de votre bureau, et vous parlez vraiment dans ce livre de toute votre expérience, etc. Mais ce qui est intéressant, notamment, et je ne dis pas que le reste n'est pas intéressant, mais vous ne faites pas les grands exploits des grands flics avec qui j'ai eu, voilà, telle ou telle arrestation, tel ou tel exploit, tel ou tel. Vous parlez, et justement, ça nous concerne tous, la police. Comment la police a changé en 40 ans et plus. Comment le système fonctionne aujourd'hui. Beaucoup de questions à vous poser. Et d'abord, effectivement, comme vous dites, vous êtes à la retraite et ça vous donne la liberté de ne plus être dans l'obligation du devoir de réserve, bien sûr. Alors, Maurice Signolet, au fond, d'abord, vraiment, vous demandez pourquoi ce titre ? Pourquoi ? Parce que c'est quoi ? C'est un constat d'échec ? C'est un constat de se dire, bon, c'est fini, vous n'êtes plus protégés, les citoyens, alors que c'est le devoir premier de l'État régalien de protéger ses citoyens. Je rappelle que c'est pour ça que la police et l'armée a la violence légitime et le port d'armes. Donc pourquoi ce titre ? D'abord, je vous remercie de m'avoir invité, et puis... Comme vous l'avez dit, je suis à la retraite. C'est le privilège de l'âge. On a une liberté d'expression. J'ai voulu que le titre soit percutant. C'est un peu un cri d'alerte. C'est pas du tout nostalgique non plus. C'est simplement pour expliquer que la police est l'un des vecteurs essentiels de la lutte contre la criminalité et que il faut savoir comment elle fonctionne pour savoir si elle est vraiment adaptée à la situation d'aujourd'hui. Tout le monde parle de l'ensauvagement, l'insécurité. D'insécurité, c'est dans tous les événements que l'on connaît aujourd'hui. C'est une litanie de faits divers terribles. Mais personne ne s'interroge pour savoir si les forces de police, de gendarmerie sont en adéquation avec les attentes de nos concitoyens. Alors, apparemment, on en parle quand même. Oui, parce oui, que tout à fait. Beaucoup disent qu'elles ne sont plus en adéquation. À tort ou à raison. Ce que je veux dire, c'est que jusqu'à présent, la grande majorité de mes collègues, lorsqu'ils prenaient la plume, c'était pour relater des faits divers tragiques, toujours en se mettant en scène. D'ailleurs, on avait l'impression que c'était grâce à eux que l'affaire sortait. C'était toujours grâce à leur implication. J'aurais pu faire ça. J'ai été à la brigade criminelle, j'ai été à la brigade des stupéfiants, j'ai été beaucoup en police judiciaire, mais également beaucoup en sécurité publique. Dans le 93, en l'occurrence, Aulnay-sous-Bois, Aubervilliers, vous voyez des grandes villes, de grandes villégiatures, je pourrais dire. Et je me suis bien gardé de tout ça parce que je trouve que d'abord c'est un peu impudique et que je pense qu'il faut avoir de la retenue. Par contre, je me suis dit que si je relatais au quotidien, d'ailleurs mon ouvrage, du premier jour où je suis rentré dans la police jusqu'au dernier jour, je relate à peu près tout. Mais ce qui se passe dans les commissariats, comment ça fonctionne, cette dimension affective que l'on doit avoir, qui est absolument nécessaire dans ce métier-là. Et je me suis dit, peut-être que les gens, petit à petit, au fil de la lecture, au lecteur, en fin de compte, de décrypter ce changement sociologique qu'il y a eu dans la police nationale. C'est une institution qui est en perpétuelle évolution, mais là,
elle s'est vraiment calquée sur l'évolution dans le mauvais sens du terme de la société, et a perdu un petit peu de son âme. Alors justement, je voudrais qu'on fasse le bilan et l'inventaire, et surtout pour parler d'aujourd'hui et de demain. Mais c'est très important très intéressant, parce que votre témoignage, vous avez été homme d'action, vous avez été sur le terrain pendant 40 ans, et à tout niveau. D'abord, vous avez gravi les échelons jusqu'à devenir commissaire divisionnaire. Vous avez commencé à la base. Et au fond, si je vous demandais vraiment qu'est-ce qui a fondamentalement changé entre les commissariats des années 80, 73, 80, voilà, puisque vous êtes allé grosso modo 73 à 2013, si on reprend les 40 ans. Qu'est-ce qui s'est fait et qu'est-ce qui s'est perdu, Maurice Signolet? Auparavant, la mission primait. Et tout s'organisait autour de la mission. Si vous voulez, c'était la mission qui dictait les impératifs de fonctionnement. 40 ans plus tard, c'est l'inverse qui se passe. Alors la mission, c'est quoi? La mission de sécurité, avec ses impératifs de disponibilité, de dévouement. On ne comptait pas les heures, par exemple. Vous voyez, il y avait un investissement qui était énorme avec très très peu de moyens. Justement, je pense que le manque de moyens nous forçait à nous adapter et à nous investir humainement beaucoup plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, la différence, elle est notable. C'est-à-dire qu'on va moduler la mission en fonction des velléités des fonctionnaires. Et en définitive, il y a une disparition de l'investissement qui est notable. Justement parce que, avec l'évolution de la société, les impératifs des fonctionnaires va primer sur la mission. Et on va finir par la moduler. Et au bout du compte, on va s'apercevoir que, la mission, je veux pas dire qu'elle devient accessoire, mais que elle perd dans sa qualité. Vous voulez dire que, en fait, avant, on était prêt à, se sacrifier, mais enfin se dévouer, un peu corps et âme à la mission de sécurité, à la mission de remplir, d'avoir les coupables, enfin de rendre, la justice sur le terrain, parce que c'est vous aussi qui quelque part, en tout cas, intervenez. Et maintenant, c'est quoi? Qu'est-ce qui a fait ce changement? C'est quoi? C'est le chiffre, c'est la fonctionnalisation, c'est la normalisation, c'est les normes, c'est quoi? Tout est lié. Il y a eu un changement sociologique profond dans le recrutement. Le gardien de la paix d'il y a 40 ans, c'est quelqu'un qui n'avait pas fait d'études. C'est-à-dire que la nuance est importante, il n'avait pas pu faire d'études. Vous voyez, c'est tout à fait différent. Donc, pour lui, entrer dans la police, il voulait quitter l'usine, les champs, voir les dom-toms. J'ai connu beaucoup d'Antillais et Guadeloupéens qui venaient. Il y avait donc une élévation au niveau social qui était... Il n'avait pas fait d'études, il n'avait pas fait de diplôme. Il n'avait pas pu faire d'études, ce qui ne voulait pas dire qu'il n'y avait pas une intelligence sous-jacente. C'est tout à fait différent. Et donc, entrer dans la police, c'était une élévation sociale. Une promotion sociale. Une promotion sociale, qui plus est, c'était un métier d'homme. Je suis désolé de devoir le dire, mais quand je suis rentré dans la police, les affiches étaient la police un métier d'homme, avec en plus tout le monde avait fait son... Aujourd'hui, ce serait sexiste de dire ça. Oui, et patriarcal. Je pense que là, je vais faire bondir beaucoup d'auditeurs, mais en plus, tout le monde avait fait son service militaire, donc on avait un sens de la hiérarchie très prononcé. Et comme il y avait un manque de moyens terrible, dans un commissariat parisien, il y avait un quart police-secours. Vous voyez, c'était... En tout. Oui, bien sûr. Ce qui fait que énormément de déplacements se faisaient pédestrement, et ça donnait une visibilité des forces de l'ordre qu'on ne connaît plus aujourd'hui. J'ai l'habitude de dire que la police aujourd'hui n'occupe plus l'espace public, elle l'emprunte. D'ailleurs, il suffit de le voir. Ça passe à fond la caisse en 2 tons gyrophare, alors qu'auparavant... Avant qu'il y ait ce fameux Oise, il suffisait de chercher un gardien de la paix, visuellement on en voyait un, il vous sortait son bitumar, qu'on disait à l'époque, et il vous donnait l'adresse que vous cherchiez. Donc vous voyez que... Oui, mais là maintenant on a Waze et GPS. Voilà, c'est ça. Il n'y a plus de flics, quoi. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc il y a eu un changement sociologique profond, petit à petit tout s'est délité. Et dans mon livre, je mets également énormément en cause la hiérarchie. Il y avait auparavant, lorsque je suis rentré, on avait un commissaire de police, on appelait ça un patron, un taulier. C'était quelqu'un qui savait de quoi il parlait.
il faisait autorité. Vous voyez, sa compétence n'était pas mise en doute. L'autorité était là, était présente. Il faisait autorité. Toute la hiérarchie faisait autorité, du brigadier-chef à l'officier, à l'inspecteur divisionnaire, au commissaire. On savait d'emblée qu'il y avait une compétence derrière. On est passé d'une hiérarchie de compétence à une hiérarchie d'obéissance. Et c'est pas du tout la même chose. On voit bien que le sens du service public, c'est d'éliter au profit d'enjeux de carrière pour les uns, pour les autres, et tout ça est bien dommageable. Alors, qu'est-ce qui a fait ça? C'est intéressant parce que vous parlez, en quelques mots, vous avez mis le décor, la réalité. Et vous disiez, il y avait vraiment un dévouement, maintenant c'est quoi? C'est devenu un travail comme un autre, on pense d'abord aux avancements, au parcours de carrière, etc. C'est un peu ça. D'ailleurs, moi, je ne connaissais pas ce terme fonctionnaire de police. Vous voyez, quand je suis entré à la police, ça n'existait pas. On disait pas fonctionnaire de police. Je connaissais des gardiens de la paix. Il y a pas plus beau titre que cette appellation de gardien de la paix. Aujourd'hui, on parle de fonctionnaires de police qui font des vacations. Vous vous rendez compte? Mais même les syndicalistes disent oui, nous autres fonctionnaires. Ah, les syndicalistes. Vous savez, la police est syndiquée à 80%. Quand on compare avec le reste des Français qui doit être aux alentours de 6 ou 7%, c'est absolument incroyable. Et donc on en est arrivé... Pourquoi? Excusez-moi, ça m'intéresse. Pourquoi à 80%? Parce qu'ils interviennent dans les CAP d'avancement, dans les CAP de notation, dans les CAP de mutation, etc. On ne fait rien sans les syndicats. Absolument rien. Il y a une co-gestion quelque part. Il y a une coproduction de commandement qui est permanente. Alors que moi, je me souviens d'un grand flic qui donnait une définition du management d'une façon très simple. Il disait le management, c'est savoir qui on doit engueuler quand il y a une connerie de faite. Vous voyez, bon, ça peut paraître un peu dérisoire, mais si on y réfléchit, ça veut dire j'ai mis les bonnes personnes aux bonnes places et si une connerie a été faite, faut qu'ils me rendent les comptes. Donc, si vous voulez, tout a énormément évolué. Auparavant, on avait une âme de flic, quoi. Vous voyez, moi, je suis rentré dans la police dans une démarche romantique. Je voulais arrêter des voleurs, des Arsène Lupin, etc. Dans une démarche un peu maigretiste. Je parle pas de l'homme politique, je parle du commissaire Maigret. Commissaire Maigret, bien sûr. Donc avant, on était des flics, on était des poulets, quoi. Et j'ai envie qu'aujourd'hui tout cela revienne. Alors maintenant, l'institution n'est pas la seule coupable. Il y a eu une évolution du code de procédure pénale, du code pénal, qui a vraiment restreint de façon drastique l'autorité policière. Alors on va parler, Maurice Signolet, c'est très très intéressant, du code pénal, de tout ce qui a fait que cette profession a évolué comme elle évolue, que cette fonction, je dirais, essentielle, régalienne a évolué, juste après cette petite pause. Et je vous rappelle que si vous voulez interroger Maurice Signolet, c'est passionnant, quant à son livre sur justement l'évolution du métier de policier, 0826 300 300, 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Avec Maurice Signolet, commissaire divisionnaire honoraire, la police ne peut plus rien pour vous. Et justement, on parlait de l'évolution. Et vous dites dans votre livre, Maurice Signolet, je parle comme ça parce que ça va faire rêver tous les millions, enfin je dirais les dizaines, les centaines de milliers, voire les millions de gens qui nous écoutent. Un simple voleur d'autoradio, par exemple, écopé, vous parlez d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, et même les moins de 30 ans, écopé d'1 an de prison, un voleur d'autoradio, un voleur de voiture de 18 mois, un cambrioleur de 3 ans. C'est impensable aujourd'hui. Oui, c'est pour ça que... Quelque part, d'ailleurs, dans mon livre, on le voit en filigrane, il ne faut pas non plus accabler totalement l'institution policière. L'institution policière n'a fait que s'adapter à une situation déliquescente, surtout dans le domaine de la justice. Mais on peut pas... il n'est pas non plus question que j'accable la justice. Montesquieu disait la justice c'est la bouche de la loi. La justice n'a fait qu'appliquer les lois que le Parlement a promulguées. Vous dites la chaîne, mais enfin on parle. Il y a quand même, reconnaissez-le. Est-ce qu'il n'y a pas un laxisme judiciaire par rapport aux sanctions qu'on peut donner à un certain nombre de gens? Oui et non. Il faut chercher la généalogie des choses.
d'ailleurs, c'est pour ça que mon livre, j'aimerais que tous les gens qui travaillent dans l'humain, qui travaillent sur l'humain, que ça soit dans l'éducation nationale, que ça soit en médecine, etc., lance ces cris d'alarme, comme je veux le faire pour l'institution. Pour la police. Exactement. Ouais. C'est-à-dire que tous ces gens qui se sont totalement investis dans l'humain fassent le bilan et puis disent on s'est trompé, quoi. Hein. Comme disait Cocteau, le progrès peut se révéler une erreur, hein, peut être le déroulement d'une erreur. Et donc, et puis d'un autre côté, j'aime bien toujours citer les philosophes. Platon disait apprendre, c'est se ressouvenir de ce qu'on a oublié. Alors peut-être qu'il serait temps de dire voilà comment c'était avant, pas d'histoire de nostalgie. Oui, vous voulez pas revenir au temps d'avant. Non, il n'est pas question d'avoir une nostalgie, mais d'expliquer la généalogie des choses. Mais alors concrètement, expliquez-la. Il faut reprendre très loin. Il y a eu un courant existentialiste après mai 68 qui a amené tout doucement par ruissellement et massification la théorie de l'excuse. C'est-à-dire que je sais pas, je vais vous citer une anecdote marrante qu'on se racontait toujours. Un psychiatre entend des cris depuis sa fenêtre, il descend, il voit une victime gisant dans son sang par terre, il se penche et puis il dit celui qui a fait ça a vraiment besoin d'aide, quoi. Et ça a l'air de rien, mais par ruissellement ça a donné ce que le philosophe Claude Lipovetsky appelait le procès de personnalisation, c'est-à-dire que une espèce de personnalisation de tout est la norme. Baigné par l'existentialisme d'André Breton, etc., la norme, il fallait la rejeter. Petit à petit, ça a influencé le système pénal, ça a influencé le système normatif, on a accepté les différences, les particularismes, les étrangetés, etc. Et la police, qui est là pour rappeler qu'il y a des normes, qu'il ne faut pas transgresser telle ou telle chose, s'est retrouvée complètement désarmée quelque part. Il y a eu des évolutions très fortes du code de procédure pénale. On est passé brutalement d'une procédure inquisitoriale qui avait fait ses preuves depuis la nuit des temps à une procédure contradictoire, avec un envahissement du contradictoire, avec la présence de l'avocat dès la première heure de garde à vue, la présence de l'avocat au moment des perquisitions maintenant, etc. Le juge des libertés de la détention. L'avocat est partout dès que la police arrive. Le contradictoire est là. On aurait pu... Et tout ça remonte à Marc Ancel, un magistrat qui lui-même s'inspirait de Saint-Fargeau. Vous savez, Saint-Fargeau, l'histoire n'a retenu que son nom pour lui donner le nom d'une station de métro. Mais si on reprend, c'était un des constituants qui déjà à l'époque disait il faut plus la peine de mort. Attention, il n'est pas question pour moi de défendre la peine de mort, mais à l'époque, en 1789, dire il faut supprimer la peine de mort, il faut aller vers la réinsertion et non plus l'expiation de la faute. Ça a l'air de rien, mais par ruissellement, on est passé de 700 000 crimes et délits quand je suis rentré dans la police, dont 200 000 chèques sans provision qui ne sont plus poursuivis aujourd'hui, donc disons 500 000 faits de délinquance, sévèrement réprimés, après 10 millions de faits aujourd'hui selon les enquêtes de victimation. Voilà ce que ça a donné. 10 millions, oui, c'est pas mal. Voilà ce que ça a donné, avec des taux de récidive absolument incroyables. Et donc on a oublié. Je voudrais pas polémiquer, mais dans les prochains jours, Badinter, un illustre ministre de la Justice, va entrer au Panthéon. Soit. Mais d'ailleurs, qui pourrait nous nommer celui qui a permis l'abolition de la peine de mort en Espagne, en Allemagne, etc. Qu'est-ce que je voulais, moi, je vous pose la question quand même. Brut de décoffrage quand même, commissaire Signolet. Vous savez qu'il y avait un humoriste français très célèbre qui s'appelait Alphonse Karr et qui disait moi je suis absolument contre la peine de mort à une condition que messieurs les assassins commencent. Oui, certainement. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que souvenons-nous de l'emphase oratoire appelant à la fin de cette peine de mort, que je remets pas du tout en cause. Cette dramaturgie oratoire auquel les avocats sont habitués. Nous, on passe des concours de compétences, ils passent des concours d'éloquence. Vous savez, c'est complètement différent. Mais il ne s'est pas rendu compte que c'était pas la fin de la peine de mort, mais c'était la mort de la peine.
Petit à petit, par ruissellement, expier une peine, expier un acte délinquant devient absolument insupportable. L'emprisonnement devient insupportable, etc., etc. Moralité, ça explose de partout. Les policiers qui se retrouvent phagocytés par, en fin de compte, cette omniprésence du contradictoire, petit à petit, ils s'en détachent. C'est tout à fait légitime. Il y a plus, ils abandonnent, en quelque sorte. Il y a plus cette légitimité d'autorité. Je peux vous assurer qu'à mon époque, on faisait une perquisition à 2 dans une cité pourrie de banlieue. Jamais on n'aurait eu peur. On entrait dans une boîte de nuit où il y avait 100 personnes à 2. On disait éteignez la musique, allumez la lumière. Il le faisait. Bien sûr, il n'y avait pas un bruit. Aujourd'hui, voilà ce que ça a donné. Voilà ce que cette société disruptive. Je sais que c'est très à la mode, mais le problème, c'est qu'on en est arrivé à une situation qui est totalement invraisemblable. Mais attendez, comment on peut arriver, Maurice, comment on peut arriver à une situation, on a tous vu ça sur les réseaux sociaux, et ça a été dans toutes les télévisions. Vous avez vu, c'était en Seine-Saint-Denis, 2 voitures de la police municipale obligées de fuir avec 20 personnes qui les caillassent. Et je prends un exemple, il y en a eu des tas comme ça. Comment on peut arriver que la police arrive quelque part et on dit à la police casse-toi, t'es plus chez toi? Parce que c'est ça aujourd'hui. Mais à la suite de tout ce que je viens de vous expliquer, par ruissellement, par démocratisation de cet état d'esprit qui a mis l'individu au centre de tout, alors que l'homme n'est que consubstantialité. On ne peut vivre que par rapport aux autres, par rapport aux dimensions qu'on a. Et donc, il y a des règles normatives qui peuvent aller jusqu'à des règles de bienséance, de courtoisie, d'élégance, etc., qui régnaient pendant les 30 Glorieuses, qui régnaient lorsque je suis rentré dans la police. Notre quotidien était l'extraordinaire des autres, vous voyez. On vivait avec les truands, on avait nos codes à nous, etc. On avait même de la sympathie, parce que le truand de l'époque, c'était quelqu'un qui voulait vivre champagne et gonzesse, quoi. C'était ça. Il avait ses règles. Voilà, exactement. Ouais. Aujourd'hui, il y a une anomie totale qui fait que les policiers, les gendarmes qui sont là pour rappeler que quand même, il y a des choses qu'il faudrait pas faire, mais ils en prennent plein la gueule, quoi. C'est comme ça. Maintenant, je voudrais mettre aussi formellement en cause le politique, qui a une part de responsabilité énorme, parce que au-delà de ce courant philosophique qui est un peu désastreux, d'une manière beaucoup plus pragmatique, et c'est pour ça que moi je défendrai toujours la justice. La justice a commis une énorme erreur au milieu des années 80. Elle a commencé à s'intéresser aux politiques. Elle a commencé à s'intéresser aux malversations qu'il y avait dans les partis, ou alors même dans les milieux économiques, financiers, etc. Et donc le politique s'est dit, oh là là, il va m'arriver des bricoles quand même. Un jour, je vais me retrouver en garde à vue et on va me demander de retirer mes lacets et ma ceinture. Et donc ils se sont dit, il faut verrouiller, quoi. Et cette débauche d'aménagement du code de procédure pénale vers le contradictoire maximum pour se protéger. Mais les policiers se sont protégés. C'est évident. Je voudrais pas faire de parallèle avec des affaires judiciaires qui touchent des éminents politiques en ce moment, mais on le voit bien. On voit bien qu'on veut remettre en cause parce que ça commence à sentir le roussi. Et donc, toujours pareil, j'aime bien ce mot terme de ruissellement. Par ruissellement, ces aménagements procéduraux qui permettaient, par exemple, à la défense non pas d'aider la justice, mais de l'égarer. La nuance est importante, à bénéficier à toute la délinquance. Et aujourd'hui, vous retrouvez la procédure pénale. Je me mets à la place. Il faut savoir qu'aujourd'hui, alors que la police judiciaire c'était le sommet dans le temps, on rêvait tous d'être à l'abri criminel. Est-ce qu'on peut dire, si je vous écoute bien, les racailles d'en haut ont protégé les racailles d'en bas? Oui, par ruissellement, par effet boomerang. Si vous voulez, ils se sont pas bien rendus compte. Ils se sont pas rendus compte des catastrophes que ça allait donner. Mais toutes ces voies de recours, toutes ces possibilité de vice de procédure qui fait la fortune des avocats. Advocatus, celui qui vient à votre aide. Vous savez qu'à l'origine, l'avocat, c'était un membre du clergé et sa robe, ça contenait 33 boutons, l'âge du Christ. Et ils avaient vocation à devenir juges plus tard. Et très vite, on s'est rendu compte que la vénalité l'emportait sur le sens de la justice. Et on a dit, on les mettra plus juges. Mais, alors je leur en veux pas, c'est le jeu. Mais faut pas s'étonner. Faut pas s'étonner si après vous avez un monde où on parle d'ensauvagement, de société avec une insécurité terrible, puisqu'on a tout détruit. Je crois que c'est Joseph de Maistre qui disait le glaive de la justice n'a pas de fourreau. Toujours
Toujours, il doit menacer et punir. C'est la monnaie qui disait dans un pays, quelquefois c'est la liberté qui opprime et c'est la loi qui protège. Exactement. À condition qu'il y ait une loi. On va tout de suite continuer avec vous, Maurice Signolé, c'est passionnant. Après cette petite pause, 0826 300 300 pour ceux qui sont, qui ont envie de poser des questions à Maurice Signolé. La police ne peut plus rien pour vous. Est-ce qu'elle peut encore quelque chose? Est-ce qu'on a envie de se substituer à elle? C'est une question qu'on va poser. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Alors, est-ce que la police ne peut plus rien pour vous? En tout cas, c'est le titre d'un livre passionné à lire, de Maurice Signolé, commissaire divisionnaire honoraire. C'est aux éditions de l'Artilleur. Et vous parlez aussi, alors on parlait justement d'un passé, mais qui n'est pas lointain. Qu'est-ce que c'est 40 ans, 50 ans, hein? C'est un clin d'œil dans l'histoire. Et vous dites, pour l'époque, il n'y avait pas 5 semaines de congé, les 35 heures, les RTT, c'était un avantage dont il ne fallait pas abuser. Parlons de cela, vous dites. Oui, tout à fait. Voilà. Et qu'aujourd'hui, on ne pense plus qu'à ces RTT, ces vacances. C'est l'une des raisons aussi de ce désengagement policier. Je vous ai parlé tout à l'heure des réformes du code de procédure pénale qui nous a amené à cette situation. Mais il y a également eu des réformes structurelles très fortes dans la police qui ont donné une orientation tout à fait différente. Alors par exemple, lesquelles? Moi je suis rentré comme inspecteur de police, vous voyez. Ouais. En 1995, un gouvernement de droite d'ailleurs a supprimé purement et simplement le corps des inspecteurs de police. Il y avait 23 000 inspecteurs de police. Entièrement supprimés. Totalement supprimés. Ouais. Qui étaient en civil, qui n'avaient qu'une seule vocation, c'était le judiciaire ou le renseignement. C'est clair, net et précis. Et il y avait un corps de gardiens de la paix qui était chargé de l'exécution, de la voie publique, etc., etc. Donc en 95, on supprime ce corps purement et simplement, et on dit maintenant le corps des gardiens de la paix viendra prendre tout le panel des missions de police, du maintien de l'ordre jusqu'à l'antiterrorisme. Ça sera les gardiens de la paix qui traiteront ça. Donc le glissement de la qualité d'officier de police judiciaire, qui était à mon époque uniquement du niveau d'un inspecteur principal, c'est-à-dire d'un capitaine de police aujourd'hui, et encore par concours, il fallait passer un concours pour être officier de police judiciaire à l'époque. Aujourd'hui, le gardien de la paix, en sortie d'école, va être nommé officier de police judiciaire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. En plus, à mon époque, la procédure pénale était simple. Aujourd'hui, elle est extraordinairement compliquée. Il y a des risques de vices de procédure énormes, etc. Il faut avoir un sens particulier de la procédure. On a donc donné ça au corps des gardiens de la paix. En omettant quelque chose d'extraordinairement important. Les gardiens de la paix ont la culture de la récupération. C'est-à-dire que les gardiens de la paix fonctionnent par vacation. Ils travaillent. À mon époque, ils travaillaient en 4-2 dans les brigades de roulement. Et donc, dès qu'ils passaient d'un quart d'heure, eh bien, ils récupéraient. On dépasse d'un quart d'heure, on récupère on a droit à une heure. On dépasse d'un quart d'heure, on a droit à une heure. Imaginez-vous ce que ça a pu faire dans le monde de l'investigation, qui par définition est chronophage. Moi, il m'arrivait de rentrer à 2 heures. Il est 6 heures. Il n'y avait pas d'heure. Il n'y avait pas d'heure. C'est l'événement qui crée votre travail. Si vous preniez à 18 heures une affaire de meurtre, vous appeliez chez vous en disant je rentre pas. Je passe la nuit au bureau. Et ça, c'est fini. Ça n'existe plus. C'est terminé, absolument terminé. Vous voulez dire qu'aujourd'hui, un policier d'aujourd'hui, un investigateur, il dira attendez, je reprends demain parce que. Alors, il va le faire, mais il va compter ses heures. Lorsque vous entendez les syndicats vous dire il y a 30 millions d'heures supplémentaires impayées dans la police nationale, oui, mais parce qu'on les compte. Ça ne montre pas du tout un investissement beaucoup plus supérieur à ce qu'il y avait il y a 40 ans. L'investissement est exactement le même, simplement on les compte. Et donc ça a des répercussions absolument catastrophiques. Et alors, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que on a fini par structurer la mission par rapport au désir des fonctionnaires. Donc on a acclimaté, on a arrangé les horaires, etc. Ça m'a fait bondir l'autre jour. J'ai appris que dans ce même courant d'état d'esprit, on allait mettre en police judiciaire des semaines de 4 jours.
Moi, je mangeais police, je dormais police, j'étais un flic, quoi, un poulet. Donc, quand j'ai appris ça m'a rendu fou. Tout comme quand j'ai appris qu'on avait supprimé la police judiciaire pour la mettre sous la coupe du DDPN. La police, c'est une multitude de métiers. Les renseignements, ce n'est pas le judiciaire. Le judiciaire, ça n'est pas la PAF. La PAF, ça n'est pas la police du quotidien de quartier. C'est des métiers totalement différents. Qui nécessitent un investissement particulier, une formation particulière, un goût particulier. On peut pas passer. Alors pour rendre service aux fonctionnaires, pour rendre service aux syndicats, on dit tiens, il y a une poste de brigadier en PJ, je vais y aller. Oui, mais est-ce que tu as le goût? Mais tu as été formé à la PJ, on se rend compte aujourd'hui, ça a l'air de rien, mais mis bout à bout, toutes ces petites choses-là font qu'à un moment, le service qu'on attend de la police dans toutes ces sphères multiples de compétences est difficile à rendre. Voilà. Alors qui plus est, on a bien senti que l'État se désengageait de ces grandes missions régaliennes de sécurité. Qui aurait pensé à mon époque qu'on verrait une telle multiplicité des polices municipales partout? On voit bien qu'aujourd'hui, l'espace public, c'est la police municipale. Ça n'est plus la police nationale. Il y a 40 ans, la police municipale, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. C'était des gardes champêtres à droite à gauche, mais il n'y avait pas de police municipale. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a plus de policiers municipaux à Nice que de policiers nationaux. On le voit bien. Alors en plus, le recrutement. Et c'est venu parce qu'il y avait un besoin. C'est venu parce qu'il y a eu un désengagement volontaire de l'État de se désengager de ses missions régaliennes de sécurité. Et puis après, ça suit son cours. Et puis quelque part, c'est plus facile de dire c'est la faute du maire de Lyon, c'est la faute du maire de Bordeaux, plutôt que de dire c'est la faute de la police nationale. Ouais, c'est beaucoup plus facile. Le pire, j'ai appris que des sociétés privées, un peu comme les Uber, bientôt allaient se créer pour vous raccompagner chez vous le soir. Vous vous rendez compte, on en est arrivé. Ouais. On a envie de dire, mais la blague, que fait la police, oui, mais quoi. parce que justement, parce que le sentier. Alors, c'est très intéressant ce que vous dites, Maurice Signolet, parce que on vous dit oui, mais vous avez vu, c'est pas le sentiment de la sécurité, comme disait un certain ministre de la Justice, qui n'est plus là, qui n'est plus ministre, bien sûr. Mais l'insécurité, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ils entendent du matin au soir. C'est plus des faits divers, c'est des faits de société. Ils se disent l'ensauvagement et compagnie, et ils disent on peut pas avoir un policier derrière chaque habitant. Ça en revient là, quoi. Mais si vous voulez, mon livre, bien sûr, c'est un peu provocateur, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il serait grand temps que l'on redécouvre le sens de la vertu. Et que la vertu, je suis sûr qu'il en existe dans l'éducation nationale, dans le monde hospitalier, etc. Tous ces gens qui travaillent sur l'humain. À nous de dire, il faut arrêter vos conneries maintenant. Parce que ça va beaucoup trop loin. Ça n'est pas bon pour nos concitoyens. On va dans le mauvais sens. Il faut reprendre les choses. Dans le domaine de la sécurité... Pardon, excusez-moi. C'est pas vertu, c'est l'État. Pourquoi l'État ne fait pas preuve d'autorité? Parce qu'on va pas enseigner la vertu. Je veux dire, oui, l'école primaire, ça va prendre 15 ans, hein. Je veux dire, mais la vertu, ça s'enseigne. Mais aussi la vertu, ça par l'État, le rétablissement de l'autorité, ça s'impose. Oui, et qui l'impose? Mais parce que l'État est devenu très saint-simonienne. C'est-à-dire qu'elle croit à l'élite. On le voit bien. Elle croit à l'élite politique, à l'élite culturelle, à l'élite intellectuelle, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens les plus faibles, les plus simples. Il faut des élites aussi, mais il faut les deux. Mais que ces élites soient perclues, qu'elles soient imprégnées, des problèmes des petites gens, des gens simples. Parce qu'en fin de compte, aujourd'hui, ils s'en foutent. Complètement. Soyons clairs. Les gens ordinaires, c'est la vraie noblesse de notre peuple. Parce que c'est des gens dont on n'entend jamais parler, ils représentent rien, et pourtant ils représentent ce qu'il y a de meilleur. Parce que le socle de la respectabilité, de l'aménité, de la courtoisie, il est chez les gens ordinaires. Il faut les préserver. Que demain, un futur ministre de la police de l'Intérieur se souvienne de ce que disait Clémenceau. Le seul devoir d'un gouvernement est de faire en sorte que les honnêtes gens soient en paix et que les autres ne le soient pas. Point. Que nos hommes politiques redécouvrent la vertu et le sens de l'autre. Et non pas ce goût pour des visions apocalyptiques. Mais Maurice Signolet, on est tous d'accord avec vous. Donc on est loin de la police et pourtant pas tant que ça. Non, mais je veux dire, aujourd'hui on est tous d'accord qu'on découvre. Tout le monde est d'accord avec ça. Mais en pratique, comment ?
Je veux dire, en pratique, comment je vais faire qu'un policier ne se dise pas, moi, ce qui m'intéresse, et on sait, et ils sont beaucoup plus exposés que d'autres, hein, y compris que nous. Un policier, il est en permanence, enfin, ceux qui sont sur le terrain, je parle, il y a la violence, il y a tout ça, vous connaissez ça tout beaucoup mieux que moi. Mais le problème, c'est que si vous n'avez pas des vertueux qui sont prêts à appliquer la vertu, et avertir l'autorité et les sanctions, il va rien se passer. Oui, redécouvrons, je vous dis, le sens de la vertu et mettons à la tête dans la hiérarchie, je critique beaucoup la hiérarchie, que des gens vertueux et non pas des carriéristes. Vous savez, la base, les gardiens de la paix voient très bien comment ça se passe. Ils voient très bien que les commissaires de police, leur rêve, c'est de devenir préfet et non pas d'acquérir des compétences. Que les commissaires de police tiennent tête au ministre de l'Intérieur et dire ça va pas. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marchera pas. Cessons d'être dans la démagogie et essayons d'être le plus intelligemment possible, de faire ce qu'il faut faire et tendre vers ça. Et ça, je crois que je fais un appel quelque part à mes collègues, mes anciens collègues commissaires de police. Essayez de dire non maintenant. Essayez de dire ça va pas, c'est le bordel. Vous savez, à un moment donné, j'étais responsable de tous les phénomènes de bande sur l'Île-de-France. Et mon directeur... Vaste programme. Oui, ça m'avait passionné. J'avais trouvé des gardiens de la paix qui traitaient ça de manière extraordinaire. Ouais. Et donc, ça interpellait le ministre de l'Intérieur et tous les mois, mon directeur était convoqué chez le directeur de cabinet du ministre pour faire le point sur les phénomènes de bande. Et donc, comme il y connaissait rien et que moi j'y connaissais un petit peu quelque chose, il m'emmenait à chaque fois avec lui pour donner un peu de vérité à ce qu'était. J'ai été abasourdi. Toutes ces réunions, j'étais abasourdi parce que il faut surtout pas dire que ça va mal, quoi. Il faut surtout pas de vague, parler tout va bien. Il faut surtout pas dire que ça va mal, que tout va mal, etc. Alors que moi j'étais là, je disais mais attendez, c'est pas possible. On voyait très bien après en aparté les uns les autres, ils allaient voir le directeur de cabinet pour savoir où on était, leur promotion pour la Légion d'honneur, etc., etc. Mais c'est fou, hein. Quand on est chef, quand on prend des responsabilités, il faut se donner à fond, et pour les autres, et s'oublier quelque part. Sortir de sa zone de confort. Et s'oublier quelque part, et penser à tous ceux qui sont placés sous votre autorité, et qui sont dans le mauvais chemin. Si j'avais un appel ou un cri à lancer du fond de ma retraite, réapprenez à dire non et dites je sais ce qu'il faut faire. Et ce qui se passe en ce moment, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Eh bien, écoutez, on va en parler. Apprenez à dire non et savoir ce qu'il faut faire. On va continuer à en parler avec vous, 0826 300 300. Et puis avec, évidemment, Maurice Signolet, avec son livre provocateur, mais de bon sens. La police ne peut plus rien pour vous. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Toujours avec Maurice Signolet, commissaire divisionnaire honoraire, on a parlé de tout cela. Et vous avez parlé de vertu, vous avez parlé de courage, vous avez parlé effectivement de ce qui est en train de se passer dans cette transformation. On a vu, on a oublié l'humain d'un côté, et puis on a travaillé la culture de l'excuse, plus que la culture à la fois, du courage, et on a parlé de la culture du chiffre et du résultat, plutôt que la culture, justement, de l'effort et du risque. Alors, Maurice Signolet, vous dites là que les gens se sont retrouvés dans, comment dirais-je, moi je suis très frappé par ça, on parle, vous savez, on regarde des images, etc., et on voit effectivement, mais quand on reçoit souvent des commissaires ou des représentants syndicaux, parce que effectivement la police, parce que ceux qui sont en fonction doivent parler. J'ai remarqué une chose, c'est que les gens ne peuvent pas parler, il n'y a que les représentants syndicaux qui sont avisés à parler. Alors, certains, d'ailleurs, ils vont dans l'indignation totale, mais surtout, est-ce que vous auriez pu imaginer, vous, il y a 40 ans, de voir effectivement des policiers, on le voit presque chaque jour, c'est devenu presque quotidien, je dis pas partout, se faire humilier, se faire cracher dessus, se faire traiter comme n'importe quoi dans un certain nombre et pas seulement en Seine-Saint-Denis, mais ailleurs, dans divers endroits du pays.
Et je ne parle pas effectivement des territoires perdus de la République où ce sont les narcotrafiquants qui font on n'a plus de frontières à l'intérieur de l'Europe, mais on a des frontières à l'intérieur des villes où on fait Est-ce que ça existait, ça, quand vous étiez... Non. Vous savez, les frontières, les douanes à l'intérieur des quartiers, quoi. Oui, non, ça n'existait pas. Mais la situation... n'est que la résultante de tout ce qu'on a évoqué tout précédemment. C'est délitement de la société, etc. Et les gardiens de la paix, aujourd'hui, le prennent en pleine figure. Ça aussi, une dimension sur laquelle je voudrais attirer l'attention de mes collègues en exercice. L'affectif dans la police est extraordinairement important. Les gens, ils sont placés sous votre autorité, c'est pas du tout péjoratif ce que je vais dire. Ils ont besoin d'une considération énorme, et ils ont surtout besoin de voir en leur chef cet intérêt qu'on doit leur porter. Mais ça s'apprend pas à l'école. Vous savez, il faut avoir ça au fond de son cœur. Il faut avoir été à l'issue d'une longue expérience, enrichi, et avoir les tempes un peu chenues, et puis avoir de la considération. Quand j'étais à l'école des commissaires, la psychologue de l'époque m'avait qualifié de directif affectif, et elle m'avait expliqué que c'était très très mauvais, que c'était même le pire. Alors je lui ai dit ah bon, elle m'a dit non. Pourquoi, alors pour être bon, il faut être assertif. Alors assertif, c'est quoi assertif je me souviens plus très bien de la définition. C'est les gens qui sont impassibles à l'émotion. Vous voyez, par exemple, si vous êtes chef de service, quelqu'un vient vous dire, voilà, je suis tombé malade, j'ai un cancer. La réponse que vous devez lui faire, c'est ah merde, il va falloir que je vous remplace, quoi. C'est ça être assertif. Alors moi, si vous voulez, je suis pas assertif du tout. Je suis un directif affectif. J'ai de l'affection. J'avais de l'affection. Oui, je comprends. Pour les gens avec qui je travaillais. Vous aviez de l'empathie, c'était pas des robots, quoi. C'est pire que de l'empathie, j'avais de l'affection. Pour moi, un gardien de la paix, c'était un collègue. C'est avant tout un collègue. Et ça a l'air de rien, mais quand vous arrivez dans un service, je sais pas, comme on laisse au bois, vous avez 300, 400 policiers, les gardiens de la paix, dans le quart d'heure qui suit votre affectation, ils vous sentent déjà. Il faut pas se tromper. Un gardien de la paix, il a un sens de la morphopsychologie très très développé. Et en l'espace d'un quart d'heure, il sait sur qui il va pouvoir compter. Et il sait après comment il va se comporter. Et ça aussi, le gardien de la paix, il est en contact avec le vice, le mensonge, la brutalité. C'est son quotidien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, je pose mes mots, c'est son quotidien. S'il n'y a pas au sein d'un commissariat un sens de l'humain prononcé, s'il n'y a pas un sens de la solidarité prononcée, je parle de la solidarité affective, sincèrement, là, il sera vraiment malheureux. Il y a quelque temps encore... Oui, c'est un métier, on a besoin d'affect. On comptait les suicides dans la police. Il arrive un moment, ça devient... La gendarmerie est touchée pareillement. Donc, si vous voulez, c'est un cri d'alarme que je lance. Hein. C'est pas du tout une attaque contre l'institution. Ce que je veux dire, c'est qu'on a été dans le mauvais sens, dans le mauvais chemin. Et il est temps de dire, stop, arrêtons-nous là. Oui, il est temps, effectivement, de ne pas prendre cette fonction avec un tableau Excel et des modélisateurs froids. Surtout pas. C'est ça. Surtout pas. Écoutez, ce qu'on espère, en tout cas, je dois dire que votre livre, vraiment, encore une fois, je le redis, il faut le lire parce que si on veut comprendre pourquoi la police est dans l'état dans lequel elle est, pourquoi on se sent de moins en moins protégé, pourquoi il y a de haut en bas de l'échelle une espèce de, il faut le dire, non pas de démission, mais de découragement. Eh bien, je crois que c'est très important de rappeler non seulement l'humain, non seulement l'autorité, non seulement, et vous en parlez aussi dans votre livre, mais on aurait pu en parler pendant 2 heures aussi, de cette espèce d'avalanche de normes, de conduite, vraiment de codes qui avant avaient 10 pages, enfin je caricature, mais maintenant on a 2000, de bureaucratie qui s'est installée. Moi je dirais, enfin je ne sais pas, est-ce que au fond, on peut pas dire qu'aujourd'hui on est plus en bureaucratie en démocratie? Certainement. Maurice Signolet. De toute façon, même moi, je m'interroge sur les racines grecques de la démocratie. Demos et Kratos, le peuple, et de l'autre côté, le gouvernement du peuple. Et donc, je m'interroge s'il est toujours d'actualité de faire la liaison.
Eh oui, on peut se demander si c'est pas un despotisme éclairé, je dis bien éclairé, qui ne jouerait pas. Maurice Yannone, merci encore une fois. La police ne peut plus rien pour vous, mais vous pouvez quelque chose pour la police et pouvez quelque chose pour vous-même. À demain.